Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va commencer en fait l'univers Terre et Espace. Donc aujourd'hui on va essayer de commencer par définir c'est quoi une galaxie. Les galaxies en fait ont été découvertes en 1920 avec Edwin Hubble lorsque il a utilisé son télescope et à ce moment-là qu'il a découvert que ce qu'on croyait une étoile c'était vraiment une galaxie. Elle avait l'air d'un cercle un peu laiteux. Donc, actuellement, on dénombre, 100 milliards de galaxies dans l'univers. Mais ce nombre est sujet de modification, c'est-à-dire, ça se peut que dans les prochaines années, qu'on va augmenter ce nombre avec le télescope Webb. C'est quoi une galaxie? Donc, une galaxie, en fait, c'est ce qu'on va définir un peu plus tard, mais à date, à partir de la Terre, on est capable d'observer 3 galaxies à l'œil nu. On parle d'Andromède et c'est la première galaxie qui a été identifiée par Edwin Hubble, le Grand, et le petit nuage de Magellan. Une galaxie, c'est quoi par définition? C'est en fait un ensemble d'étoiles de leurs planètes respectives, de gaz, de poussière et de matière noire. Tout ça a été retenu par la force de gravité. Rappelle-toi, la force de gravité, c'est elle qui va attirer les astres qui se trouvent dans l'univers les uns vers les autres. Et Edward Hubble, il a essayé de classifier, de regrouper les galaxies selon leur forme. Et c'était la première classification. Actuellement, il y a d'autres classifications qui sont basées sur l'âge des étoiles et d'autres caractéristiques, mais pour cette année, on va considérer celle d'Edward Hubble. Premier type de galaxie, en fait, on va parler en fait de galaxies spirales et spirales barrées. En fait, elles représentent 70% des galaxies de notre univers et ils sont caractérisés par 2 structures, en fait 2 composantes. On retrouve un bulbe, donc c'est quelque chose qui est au centre, qui est plus dense, et on va retrouver, c'est comme des bras qui ressortent de ce centre. Et ces bras, ils vont tourner dans un sens bien donné. C'est quoi la différence entre galaxie spirale et spirale barrée? Et tout simplement, c'est au niveau du bulbe. Donc, lors d'une spirale tout simple, on retrouve le point central est vraiment très circulaire, très petit, alors que barré, c'est le centre, il est plus ovale, plus étalé. Et l'exemple de galaxie spirale, on va en voir un peu plus tard, c'est notre Voie lactée. Mais une galaxie, on a dit qu'elle tourne dans un sens. Et à l'intérieur de notre galaxie, les premières photos ont montré que les galaxies tournent autour d'un trou noir. On voyait ici, il y a quelque chose. On ne sait pas c'est quoi, mais on essaie d'essayer de deviner c'est quoi qui est au centre d'une galaxie. Vous voyez ici encore, ça se voit qu'il y a quelque chose qui est presque vide, il n'y a rien à l'intérieur, mais qui est noir. Encore une autre photo, vous voyez, il y en a 2 ici. Et je vous montre ici, ça c'est la première image d'un trou noir. Donc, je me répète encore, un exemple de galaxie spirale, et c'est notre Voie lactée, d'accord? Et vous voyez ici, notre système solaire se retrouve sur le bras d'Orion, et on est à peu près ici. La taille de la Voie lactée, d'accord, c'est 100 000 années-lumière. Et c'est une valeur à prendre et je vous explique un peu plus tard dans le prochain cours. Ça veut dire quoi année-lumière et comment année-lumière c'est une distance. Mais sachez que c'est un exemple de galaxie spirale et que c'est quand même assez grand. Deuxième type de galaxie, on va parler de galaxies qui ont plus ou moins en fait la forme ovale ou sphérique. Et si tu regardes, ça a l'impression c'est comme si c'est un œuf on va dire à plat. Au centre, on va voir que c'est un peu plus dense et là c'est plus clair. En fait, elle a à peu près une brillance, on va dire un peu plus ou moins uniforme et généralement ces galaxies représentent 25% de notre univers et on les appelle des galaxies elliptiques. Les scientifiques ont montré que la plupart des étoiles qui se retrouvent dans ce type de galaxie sont plus ou moins âgées ou ils sont à la fin de leur vie. Un exemple de cette galaxie, c'est la galaxie de Sombrero. Troisième type de galaxie, ce sont des galaxies qui ont quand même des formes inhabituelles. Donc, les formes sont variables, il n'y a pas une forme bien déterminée. Et pourquoi? Parce que ces galaxies, ils vont avoir des interactions.
avec d'autres galaxies. Rappelle-toi, en fait, il y a toujours une force de gravité. Donc, c'est comme si chaque galaxie, elle essaie d'attirer l'autre, puis à certains moments, ça modifie sa forme. Et chaque galaxie porte un nom différent. Donc, si je regarde celle-là, elle ressemble à un œil de chat. C'est pourquoi on l'appelle galaxie œil de chat. Celle-là, elle ressemble plus à un sablier. On l'appelle galaxie du sablier. On continue, on a déjà vu que les galaxies, en fait, elles peuvent pas se retrouver tout seules. Encore là, sous l'effet de la gravité qui se trouve dans notre univers, mais qu'est-ce qui arrive? L'attraction va attirer les galaxies les unes aux autres, donc quand même dans une forme bien déterminée. Ils vont former ce qu'on appelle des amas. Les amas, c'est une centaine de galaxies. Et encore là, les amas sous l'effet de la gravité, ils vont se rassembler aussi, ils vont se regrouper, ce qu'on appelle en super amas, qui est formé d'une dizaine d'amas. En fait, la galaxie, l'amas qui forme notre galaxie, ça s'appelle la Vierge, et le super amas, c'est l'Ania Kea. Qu'est-ce qu'on retrouve dans notre univers encore? On retrouve aussi ce qu'on appelle des nébuleuses. Une nébuleuse, en fait, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que ça reste intriguant, on ne sait pas c'est quoi. On sait pas, actuellement, oui, on a quand même des idées, mais au début, on savait pas c'est quoi ça. Elle a une forme plus ou moins variable, c'est pourquoi on dit diffus, parce que sa forme, elle n'est pas vraiment bien précise. Elle est composée de gaz et de poussière, et elle présente des formes qui sont variables. Et les scientifiques ont montré que c'est dans les nébuleuses que les étoiles naissent. Donc, c'est là où on retrouve la matière première des étoiles. Et c'est pourquoi on l'appelle, c'est la pouponnière des étoiles. Mais aussi, c'est à l'intérieur d'une nébuleuse que les étoiles meurent. Voyons maintenant un exemple de naissance d'une étoile. Voyez ici, c'est comme un sablier ici. Voyez au centre ici, on est en train de assister à la naissance de l'étoile S106 et elle est au centre de cette nébuleuse. Maintenant, passons aux étoiles. C'est quoi une étoile? Une étoile, en fait, on a dit, c'est une boule de feu, c'est une boule qui est formée essentiellement d'hydrogène et d'hélium, et elle est toujours en fusion nucléaire. Ça veut dire quoi, fusion nucléaire? C'est le nucléaire, on parle de noyau, et ça veut dire quoi, fusion? C'est-à-dire qu'il va fondre avec un autre noyau. Donc, tout le temps, c'est le noyau d'hydrogène qui va fondre avec un autre noyau d'hydrogène pour former l'hélium. Puis, par la suite, l'hélium, il va fondre le noyau d'hélium avec un autre pour former un autre atome qui va être plus lourd. Et cette réaction de fusion nucléaire, c'est elle qui va émettre cette source de chaleur et cette lumière des étoiles. On distingue actuellement à l'œil nu 3000 étoiles. On est capable de l'observer à partir de la Terre. Et dans notre galaxie, on dénombre à date 200 milliards d'étoiles. Et encore là, ce nombre, il peut sujet de variation parce que on découvre à chaque année. Puis rappelle-toi, les étoiles naissent et meurent. Mais à peu près à ce jour-là, c'est le nombre qu'on distingue. Les étoiles vont être classées selon leur couleur, leur intensité lumineuse, leur taille et leur masse. Et les scientifiques, ils ont remarqué que les étoiles suivent quand même une courbe. Donc, elles commencent par des naines rouges, elles évoluent à certains moments pour devenir parfois des naines jaunes et on retrouve des géantes bleues. Mais une étoile, elle doit rester dans cette droite. Et le moment qu'elle commence à devenir vieille et elle commence à se préparer pour mourir, elle va quitter cette ligne pour se diriger de part et d'autre du diagramme. Généralement, les naines rouges sont très très petites, ils ont une masse très très petite, c'est pourquoi leur température est très très faible. Les naines jaunes, une taille moyenne, ils ont quand même une masse assez, on va dire, moyenne par rapport aux étoiles et généralement leur intensité lumineuse est moyenne aussi. Généralement, ils vont émettre une couleur jaune blanche et les géantes bleues, on voit qu'elles sont très très grandes parce que en fait, ils vont émettre une lumière très très intense. Pourquoi? Parce que la réaction de fusion nucléaire d'hydrogène et d'hélium est très très rapide.
Pourquoi on va s'intéresser plus aux naines jeunes? Parce que notre soleil est une naine jeune. Et généralement, les naines jeunes, ils vont avoir une durée de vie de 10 milliards d'années. Donc, si j'essaie de classer les étoiles selon leur masse, donc les naines rouges, ce sont les étoiles les plus petites et ils vont se caractériser par une masse très peu massive, on dit petite aussi, une température peu élevée. Par la suite, on va retrouver les naines jeunes. La durée de vie généralement de telle étoile est d'environ 10 milliards d'années et à la fin de leur vie, ces naines jeunes commencent à devenir plus grosses pour devenir des géantes rouges, oranges et des supergéantes avant d'éclater pour donner naissance à ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Et un exemple de parcours, c'est Aldébaran. C'est une étoile qui se trouve dans la constellation du Taureau et actuellement, elle est dans la fin de sa vie. Les étoiles les plus lumineuses, donc ce sont les géantes bleues, c'est une étoile très chaude, très brillante et très massive. Donc je peux dire qu'une étoile bleue est plus chaude qu'une étoile jaune, qui est aussi plus chaude qu'une étoile rouge. Les étoiles, ils étaient un peu, en fait, très intrigants pour les peuples auparavant. En fait, au début, on croyait que chaque étoile, en fait, il y en a certains qui avaient quand même des mythes, puis ils ont dit que chaque étoile représentait un dieu et donnait un nom en particulier à ce dieu. Un peu plus tard, le peuple ou les philosophes de l'époque, ils ont commencé à voir qu'en fait, si je commençais à rassembler ou aligner, faire des lignes entre plusieurs étoiles, ben, je vais avoir une figure assez connue. Puis ils ont commencé à donner des noms et pour eux, ça représentait aussi parfois, c'est le dieu de tous les dieux. Donc, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup de mythes assez forts. Et on appelle l'ensemble d'étoiles qui vont être assez proches pour former une figure, on appelle ça, ce sont des constellations. Avant, on utilisait ça pour les repérations, donc pour le repérage marin, donc vraiment pour savoir dans quelle direction, mais c'est vraiment pas, il y en a plusieurs que c'est juste pour des mythes. Actuellement, on distingue 88 constellations et ils sont divisés sur les 2 hémisphères. Et avec ça, on a terminé notre première capsule. J'espère que c'est tout clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.